Bonjour à toutes et à tous. Il nous restait un petit morceau de cours d'automatisme. Donc, je vais juste prendre le stylo. Euh, dans la partie grand 7, structuration de graphe 7, donc on avait déjà vu cette partie choix entre deux modes de fonctionnement. C'est quelque chose qui est tellement classique dans les systèmes automatisés que je l'ai mis dans la partie cours. Donc le principe, c'était d'avoir un commutateur trois positions. Voilà, il y en a deux qui sont représentés. Souvent, ce sont des commutateurs à clé qui vont permettre de choisir entre automatique, c'est-à-dire un fonctionnement permanent en circuit fermé, cycle par cycle, ce serait la partie plutôt le commutateur en position de droite, c'est un cycle à la fois, c'est-à-dire qu'il va falloir redémarrer à chaque fois le cycle en rappuyant sur le bouton poussoir départ cycle, à chaque cycle. Alors souvent il s'appelle départ cycle, il peut s'appeler autrement, pourquoi pas. Et puis la position centrale, dans laquelle on peut enlever la clé sur le commutateur à clé, plutôt qui est représenté plutôt en haut ici. Donc ce serait arrêt. Donc c'est un arrêt, alors c'est pas un arrêt d'urgence, c'est un arrêt en fin de cycle, on va voir justement des arrêts d'urgence juste après, quelque chose qui est très important sur les systèmes automatisés. Faut imaginer qu'ils n'ont pas d'yeux, pas d'oreilles pour voir les humains qui sont autour, donc notamment pour tout ce qui est sécurité des personnes, mais aussi sécurité des matériels, c'est quelque chose qui est important, tout ce qui est arrêt d'urgence. Bref, ici arrêt, c'est arrêt en fin de cycle, c'est-à-dire que pendant le fonctionnement, si je me mets sur arrêt, le système va terminer son cycle, mais redémarrera pas, même si on appuie sur le bouton départ cycle. Donc ça veut dire que si j'ai un commutateur à clé, comme celui qui est représenté en haut à droite ici, euh, j'ai enlevé la clé, donc je peux l'enlever que en position centrale. Je condamne le système, je pourrais pas le démarrer. C'est que celui qui est la clé qui pourra le démarrer. Alors on avait vu déjà comment faire ça. Donc là j'ai fait un petit bout de graph 7 avec action 9, action 10, étape 1 et 2, peu importe. Donc on retrouve cette structure où je vais avoir une sélection de séquences en fin de cycle. Euh, je vais retourner automatiquement vers l'étape 1 si je suis en automatique. Donc, dès que j'ai fini, alors là c'est un tout petit cycle, il faudra imaginer qu'on pourra avoir bien plus d'étapes ici à la place des étapes 1, 2, 3. Et puis dans la partie gauche, dans quel cas je vais retourner à l'étape 0 si j'ai cycle par cycle, ça c'est ce qu'on a envie de mettre au début, mais en réalité ça va pas convenir, puisque si on est sur arrêt, on n'aurait ni auto ni cycle par cycle, on resterait bloqué bêtement à l'étape 3. Et puis, si je suis en arrêt et que je bascule en auto, je m'attends pas à ce que le système démarre tout seul. Donc ici, si on restait bloqué à l'étape 3 en arrêt, et puis que je passe sur auto, alors il démarrerait aussitôt. Donc ce que je veux au premier cycle, au passage sur automatique, je veux toujours appuyer sur départ cycle au moins une fois, au moins une validation humaine, toujours, pour que le système automatisé ensuite travaille tout seul. Donc c'est pas cycle par cycle qu'on va mettre ici, mais bien plutôt ce qui regroupe à la fois cycle par cycle ou arrêt, c'est autobar. Donc autobar, c'est cycle par cycle ou arrêt. Donc si j'ai pas auto, dans les deux autres cas, je retourne vers l'étape 0. Donc c'est mes starting blocks, c'est mon étape initiale, l'étape d'attente idéale pour le système quand il fait rien. Donc si j'ai cycle par cycle ou arrêt, je retourne vers l'étape 0 et il faudra appuyer sur départ cycle pour relancer un cycle. Ça va marcher que si je suis pas en arrêt. Donc il va pouvoir fonctionner que si j'ai cycle par cycle ou auto. Donc ça correspond à arrêt barre, le contraire de arrêt. Alors sur un commutateur 3 positions, on peut avoir seulement deux contacts associés, deux entrées, auto et cycle par cycle. Donc on aura deux fils qui iront vers l'automate, donc deux entrées pour l'automate, donc seulement deux entrées plutôt que trois. Ça c'est déjà une économie d'une entrée sur l'automate, mais c'est surtout une plus grande fiabilité. Alors tout simplement sur les commutateurs classiques, on peut pas mettre trois fils, on n'aura pas trois informations. La position centrale c'est ni gauche ni droite, tout simplement. Et puis on aura aussi une plus grande fiabilité, c'est-à-dire que si je coupe les fils qui viennent de ce commutateur trois positions, dans ce cas-là j'aurai forcément arrêt. Donc je préfère qu'un système soit arrêté alors que je voudrais qu'il fonctionne, plutôt qu'il fonctionne alors que je voudrais qu'il soit arrêté, surtout toujours pour la sécurité notamment des personnes. Donc ça c'est la solution, la meilleure des deux solutions pour moi. Je vous montre quand même la deuxième qui est juste une réduction du nombre d'étapes. Une étape ça coûte 0 € toujours, donc ça consiste à retirer cette étape 3 et puis distribuer la transition qui était ici C
la distribuer sur les deux transitions de la sélection de séquence, soit auto, soit autobar. Donc, si j'ai auto et C, je retourne à l'étape 1, si j'ai autobar et C, je retourne à l'étape 0. J'ai tendance à préférer la première solution, c'est plutôt plus clair. Je préfère avoir une étape avec aucune action associée ici. Si jamais on s'est planté, si jamais il y a une des conditions, parce qu'on pourrait rajouter d'autres conditions de fonctionnement, si jamais j'ai une condition qui n'est pas remplie, je préfère être à l'étape 3 plutôt que d'être bloqué à l'étape 2 et continuer l'action 10 alors qu'elle devrait s'arrêter. Et puis je retrouve bien entendu le cycle par cycle ou auto pour la condition de démarrage. Il faudra rajouter les conditions initiales, bien sûr, ce genre de choses. Donc ça, c'était pour le fonctionnement hiérarchisé avec le auto, arrêt, cycle par cycle. Là, maintenant, on attaque le paragraphe 7.2, donc structuration hiérarchisée, paragraphe 7 de tâches. Donc le principe, c'est qu'on va avoir une structure hiérarchisée. Un graphe 7 de niveau supérieur, donc dit principal, va commander un ou plusieurs graphes 7 de niveau inférieur. Un graphe 7 qu'on peut appeler aussi sous-programme. C'est aussi une structure qu'on appelle maître-esclave. Donc on a un graphe 7 maître et on a un ou plusieurs esclaves qui vont faire le travail. Le principe, c'est de simplifier la lecture. Donc vous verrez ça au travers du prochain TD, à savoir la chaîne de remplissage de flacons. Donc on pourra simplifier la lecture, on fera plusieurs petits graphes 7 plutôt qu'un énorme graphe 7. La lecture, mais aussi la création, si vous verrez ça. Et puis comment on va combiner les évolutions de ces différents graphes 7, c'est sur les transitions. On va faire appel à des variables d'étape qui sont x avec un numéro, x4 par exemple, pour l'étape, la variable de l'étape 4. Alors, ici un petit exemple, comment ça peut fonctionner. Alors, si j'avais un pointeur d'une autre couleur, ce serait pas plus mal. Voilà. Je vais mettre magenta par exemple pour que ça se voit. Donc ici j'ai un graphe 7 de conduite, c'est le chef, je le verrais plutôt comme un chef d'orchestre, et puis j'ai deux graphes 7 de tâches, un graphe 7 de tâche 1, un graphe 7 de tâche 2, qui sont, voilà, disons les musiciens, qui sont ici. Dans le graphe 7 de conduite, le graphe 7 maître, le chef, lui, voilà, le chef d'orchestre joue d'aucun instrument, le chef travaille pas directement, il donne les ordres aux esclaves, aux musiciens, enfin bref. Donc ici c'est seulement un commentaire, tâche 1, tâche 2, ce sont seulement des commentaires. Même chose ici, fin de tâche 1 et fin de tâche 2 sont également uniquement des commentaires. Donc c'est destiné aux humains pour qu'on comprenne mieux ce que fait ce système. L'automate n'en tiendra pas compte, il lira pas ces commentaires. Alors ici sur le graphe 7 de conduite, j'ai choisi en plus de reprendre un fonctionnement auto ou cycle par cycle, DCY, le auto, le autobar, donc vous voyez ce que je viens de raconter sur la partie précédente. Alors comment on va faire pour que à l'étape 11 on accomplisse la tâche 1, c'est-à-dire ce graphe 7 de tâche démarre, et comment on va faire pour qu'à l'étape 12 ce soit ce graphe 7 de tâche là qui démarre. C'est ça qu'on veut, à l'étape 11 accomplir la tâche 1, à l'étape 12 accomplir la tâche 2. Alors tout simplement, les deux graphes 7 de tâches ont des étapes initiales, ils sont normalement à leurs étapes 20 et 30, vous voyez, donc ils attendent ici qu'on ait besoin d'eux. Donc quand on va avoir la transition qui est juste sous l'étape initiale, quand la réceptivité associée va être vraie, alors ils vont démarrer, ils vont faire leur boulot. Donc dedans, bien entendu, je n'ai pas détaillé, mais il y aurait les actions qui réalisent, ouvrir un électrovan, faire tourner un tapis roulant, ce genre de choses. Donc comment je vais faire pour que le graphe 7 de tâche 1 démarre quand je suis à l'étape 11 ? Je vais simplement lui mettre, vous voyez ici, x11. Donc quand il aura ce signal de départ, alors il va aller vers son étape 21, puis 22, puis 23, il va faire son boulot. Alors notez bien que c'est pas dans le graphe 7 de conduite, il n'y a pas de syntaxe qui dit vas-y, graphe 7 de tâche 1 démarre. C'est plutôt le graphe 7 de tâche 1 qui observe que le graphe 7 de conduite est à l'étape 11. C'est pour ça que je parle de chef d'orchestre et de musicien. Le musicien voit que le chef d'orchestre a levé sa baguette pour la 4e fois, et donc il sait que c'est à lui de démarrer. Donc c'est pas un ordre qui est envoyé, mais c'est plutôt le graphe 7 de tâche qui observe qu'on est à l'étape 11. Bon, ça c'est d'un point de vue pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que c'est. Dans l'automate, c'est juste une case mémoire qui contient 1 ou 0, c'est la case x11, la variable de l'étape 11, qui est soit vraie, soit fausse. Donc si x11 est vrai, alors il va passer à l'étape 21, puis 22, puis 23, etc. Il va faire son boulot.
Ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes, des heures, voilà, on ne sait pas ce qui se passe dedans. À la fin du graphe set de tâches, du graphe set esclave, j'ai une étape vide, c'est-à-dire pas d'action associée à côté. Alors j'ai seulement ici un commentaire, hein, fin tâche 1. Quand il sera arrivé à cette étape 26, alors ça veut dire qu'il a terminé son travail. Et donc le graphe set de conduite va pouvoir évoluer à l'étape 12. Donc ce que je vais mettre sous l'étape 11, ça va être x26. Si x26 est vrai, donc ça c'est vrai quand je suis à l'étape 26, alors je vais passer à l'étape 12. Et à l'étape 12, ce que je veux, c'est lancer le graphe set de tâche 2. Et puis, voilà, cette transition en bas ici, hein, qu'est-ce que je vais faire? C'est que si le graphe set de conduite est passé à l'étape 12, c'est qu'il a bien pris en compte la fin du graphe set de tâche 1, il a bien pris en compte sa fin. Donc s'il a bien pris en compte sa fin, ce graphe set de tâche va pouvoir lui revenir à son étape 20, à son étape initiale, prêt à redémarrer quand on aura besoin de lui. Donc il retourne dans ses starting blocks, si vous voulez. Donc à l'étape 12, je veux que le graphe set de tâche 2 démarre, sous l'étape 30, je vais mettre sur la transition la variable x12. Donc il va démarrer, il va quitter son étape 30, il va faire 31, 32, 33, etc. Ici on va arriver à l'étape 38, hein, j'ai le pif bien sûr. Quand on arrive à l'étape 38, même chose, pas d'action associée, simplement un commentaire, fin tâche 2. Si j'ai x38, alors le graphe set de conduite va pouvoir passer à son étape 13. Si le graphe set de conduite est passé à son étape 13, alors c'est qu'il a bien pris en compte la fin du graphe set de tâche 2, donc le graphe set de tâche 2, lui, va pouvoir retourner à son étape initiale. Donc vous voyez, très souvent, les transitions de fin sur les graphes set de tâches sont celles qui suivent les transitions de début. Si fort logiquement le graphe set de conduite attend que la tâche soit terminée pour poursuivre. Maintenant, on pourrait très bien imaginer qu'à une étape donnée, il y a 2 ou 3 tâches qui démarrent en même temps, qu'il y ait des séquences simultanées dans le graphe set de conduite, etc. Il y a pas mal d'autres possibilités. Ce qu'on verra en TD, mais aussi en TP. Et puis ici, donc j'ai le fonctionnement auto ou autobar, etc., qui va permettre de redémarrer le cycle immédiatement si on est en auto ou en appuyant sur des cycles si je suis en cycle par cycle. Donc voilà pour cette hiérarchisation de graph set, hein, donc on reverra à nouveau au cours du TD4 sur la chaîne de remplissage du flacon. La dernière chose qu'on va faire pour pouvoir combiner plusieurs graph sets entre eux, c'est plutôt donc tout ce qui est forçage et figeage. Là, c'est un petit peu différent, c'est un graph set de niveau supérieur. Alors, même chose que pour la partie hiérarchisation, il n'y aura pas de design particulier du graph set de niveau supérieur, il n'y a rien qui indique qu'il est de plus haut niveau, entre guillemets, que les autres. Et donc ici, c'est un graph set de niveau supérieur qui va envoyer un ordre de forçage, donc là c'est vraiment impératif, vers un graph set, un ou plusieurs graph sets de niveau inférieur. Donc cet ordre de forçage va avoir pour effet de modifier la situation courante du graph set forcé. Et cet ordre de forçage, c'est un ordre interne donc à l'automate, qui est prioritaire, voilà, ça c'est quelque chose qui est très important, sur toutes les conditions d'évolution des graph sets forcés, et donc on va activer là où les étapes correspondant à la situation forcée et désactiver toutes les autres. Donc on va dire au graph set de production normale, où que tu sois, tu retournes à ton étape initiale. C'est très souvent ça qu'on va faire en situation d'arrêt d'urgence, comme on verra dans un exemple juste après. Alors les différentes syntaxes qu'on va trouver dans la norme pour le forçage. Alors vous voyez que le forçage se fait dans un double rectangle d'action, double trait partout. Donc le graph set ici nommé GPN va être forcé à l'étape 10. Donc on va mettre entre accolades l'étape à laquelle il va être forcé. Donc ça veut dire que l'étape 10 va être activée et les autres étapes sont désactivées. Et ceci, tant qu'on est toujours à l'étape 2 ici, le forçage est actif. Donc même si sur le graph set contenant l'étape 10, alors ça va être, mettons, son étape initiale, je me hasarde à essayer de dessiner ça. Même si la transition qui est ici en dessous est vraie, même si par exemple j'appuie sur DCY, tant que je suis à l'étape 2, même si j'appuie sur DCY, on va rester à l'étape 10. Cet ordre de forçage est prioritaire, le graph set forcé ne peut pas évoluer. Il est obligé de rester à l'étape qu'on lui demande. On peut avoir un forçage avec plusieurs étapes à la fois. Bon, jamais utilisé honnêtement, mais bon, c'est possible. On peut forcer aux étapes 30 et 35 et désactiver toutes les autres. On peut aussi, alors ça c'est un ordre un peu particulier, ce qui s'appelle le figeage, qui est dans la norme graph set. Donc on va mettre dans l'accolade une étoile.
Ça veut dire que le graph-set forcé, ici GPN, comprenez graph-set de production normale, c'est un terme qu'on utilise très souvent, va être forcé à rester à l'étape à laquelle il est au moment du forçage, tant que le forçage est actif. Alors ça, c'est un petit peu dangereux parce qu'on ne sait pas à quelle étape il est, et ça veut dire que on va le laisser à cette étape-là, et à cette étape-là, il est en train d'agir, d'accomplir des actions, faire tourner un tapis roulant, faire tourner un malaxeur, donc ça ce serait pas trop grave. Mais si c'est un mécanisme de translation vers la gauche ou vers la droite, la translation va se poursuivre même si on arrive complètement buté à gauche ou à droite. Donc ça c'est attention à cet ordre de fichage qui peut être assez intéressant dans certains cas, qu'on utilise très très peu. Bon, ça existe, je vous en parle. On a d'autres syntaxes, on peut tout simplement mettre rien dans l'accolade, donc le graph-set GPN est forcé à la situation vide, ça veut dire qu'il n'aura aucune étape active suite à cet ordre de forçage. Ce qui veut dire que si on veut que le GPN redémarre, retrouve une étape active et puis puisse évoluer, etc., il va falloir refaire un forçage à son étape initiale, par exemple. Ensuite, là on le désactive complètement, il n'existe plus le GPN, il n'a aucune étape active. On a une dernière syntaxe, celle qui est la plus utilisée, honnêtement, c'est celui où on va mettre le mot-clé init dans l'accolade, c'est-à-dire qu'on va forcer le graph-set nommé ici G4 à aller à son étape initiale, à son ou à 16 étapes initiales, s'il y en a plusieurs. Bon, en général, on n'a qu'une seule étape initiale. 99,9% du temps, on n'a qu'une seule étape initiale. Donc c'est souvent cette syntaxe-là qu'on utilise, puisqu'on n'a pas besoin de connaître le numéro de l'étape initiale, ou si l'étape initiale change de numéro, on n'a pas besoin de remettre à jour ce graph-set-là. Alors je vous mets ici la syntaxe pour le logiciel AutomeGen, alors qui est assez différente de celle de la norme. Déjà ça va être dans un simple rectangle d'action, et puis on va forcer, pour forcer on va mettre la lettre clé F, le numéro du graph-set forcé, et puis 2 points accolade, et dans l'accolade la liste des étapes actives après forçage. Donc ici un petit exemple, F100 120 140 va forcer aux étapes 120 et 140 le graph-set contenant l'étape 100. Donc très souvent on va plutôt avoir la syntaxe F20 2 points accolade 20, on va forcer le graph-set 20 à aller à son étape 20, c'est-à-dire son étape initiale. Donc si le graph-set 20 contient l'étape 20, 21, 22, 23, je pourrais très bien écrire F23. Je le désigne un graph-set par le numéro d'une de ces étapes. Donc, ce serait équivalent. Ce serait un peu idiot, autant faire F20, mais ça c'est plutôt pour les travaux pratiques. Alors un petit exemple d'arrêt d'urgence, on se sert du forçage vraiment principalement pour l'arrêt d'urgence, disons uniquement pour l'arrêt d'urgence. Donc ce que je veux, c'est arrêter le graph-set de production normale qui est ici à droite, en cas d'arrêt d'urgence ou d'ouverture d'une porte de protection qui évite qu'on se coince la main avec un vérin, qui évite les accidents. Sur une machine-outil par exemple, peu importe. On va trouver des carters de protection un peu partout sur les systèmes automatisés. Encore une fois, les automates ont pas Dieu, à moins qu'on les munisse de caméras, mais ce serait pas la solution la plus économique. Et donc, voilà, pour savoir s'il y a un humain dans le champ d'action du système automatisé, le plus simple c'est d'avoir des carters de protection partout, et c'est quelque chose que vous reverrez en TP d'ailleurs, et des modules de sécurité qui vont ouvrir un contact dès qu'on ouvre la porte. Donc ici, j'ai un petit graph-set de production normale qui fait quelques petites choses, voilà, peu importe, j'ai mis au pif. Donc sur ce graph-set de sécurité, encore une fois, il n'y a aucun design qui me dit que ce graph-set est prioritaire par rapport à celui-là, ou il est de niveau supérieur, etc. Simplement, en cas d'arrêt d'urgence ou d'ouverture de la sécurité porte, alors je vais aller à l'étape 1. Alors ce que j'aime bien mettre en commentaire, je crois que je ne l'ai pas mis dans le diaporama, c'est ici, c'est très pixelisé, c'est le commentaire tout va bien. En fait, si le graph-set de sécurité est à son étape initiale, c'est qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'arrêt d'urgence, on n'est pas en cours de remise en position initiale suite à un arrêt d'urgence, etc. Donc en cas d'arrêt d'urgence ou d'ouverture de la porte, je vais passer à l'étape 1. À l'étape 1, on va donc arrêt d'urgence sécurité porte, on va forcer le graph-set GPN à aller à son étape initiale. Donc le GPN, c'est lui, où qu'il soit, il va aller à son étape initiale, ce qui va avoir pour effet d'arrêter tout mouvement sur le système. Donc voilà, on fait un forçage à l'étape initiale du GPN.
Quand l'arrêt d'urgence va être désenclenché, il faut tourner le bouton pour le faire ressortir. Et si on a bien refermé la porte, donc c'est bien si on n'a pas l'arrêt d'urgence et qu'on n'a pas de problème sur la sécurité de la porte, alors on va pouvoir aller à l'étape 2. Donc très souvent, on va lancer ici un graph set de remise en position initiale, donc de nettoyage, hein, voilà, remettre tout le système prêt à redémarrer, hein, pour qu'il ait ses conditions initiales. Et puis on aura toujours le bouton poussoir acquittement. Voilà. Là, c'est l'humain qui va dire ok, je sais qu'il y avait un défaut, j'appuie sur acquittement pour permettre le fonctionnement, hein, permettre le redémarrage du système, donc retourner à l'étape initiale 0, hein, tout va bien. Sur le graph set GPN, donc il n'y a rien de particulier de dessiné, hein, on ne voit pas qu'il est forcé par ailleurs. Par contre, on va toujours rajouter, vous voyez qu'il y a un petit espace ici à la fin de la transition initiale, hein, donc avec le DCY, le auto ou manu, P c'est une condition initiale, etc. On va aussi rajouter une condition qui vient du graph set de sécurité, c'est-à-dire que pour pouvoir démarrer, il faut que le graph set de sécurité soit à son étape 0, x0, l'étape où tout va bien. Voilà. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.